Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo concernant Visa et Mastercard, deux entreprises, deux actions que je viens de rentrer sur mon portefeuille CTO. Je vous explique dans cette vidéo pourquoi j'ai rentré ces deux actions. Alors, on démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors pourquoi avoir rentré les deux actions? C'est simple, j'ai fait des comparatifs, que ce soit sur les fondamentaux, sur l'approche graphique, les droites de régression. Pour moi, c'est vraiment deux sociétés de valeurs. Et donc j'ai décidé de prendre les deux. Donc j'ai splitté le montant de mon investissement en deux et j'ai opté donc pour l'entrée des deux actions simultanément dans mon portefeuille. Donc vous avez là l'évolution des cours depuis à peu près une dizaine d'années. On voit quand même que c'est très corrélé, bon, ce qui n'est pas surprenant, puisque les deux entreprises sont des concurrents directs et globalement, ils se partagent ou ils se partageaient quasiment l'ensemble du marché des cartes de crédit au niveau mondial. Alors, est-ce que c'est une opportunité? Alors, on va démarrer par Mastercard. Donc, si on regarde la droite de régression sur Mastercard, depuis à peu près une quinzaine d'années. Alors, pourquoi 15 ans et pas 30 ans? En fait, ce sont les données que j'ai en termes d'historique. J'ai pas plus d'informations, donc si j'en avais plus, ce serait peut-être encore un peu plus intéressant, mais déjà là, c'est déjà pas mal d'avoir ce niveau. Alors, pourquoi Mastercard est une opportunité? On va regarder tout d'abord sur le point de vue des droites de régression. Vous savez que j'aime bien utiliser ce mode d'analyse, on va dire, en premier lieu. Donc on peut voir une croissance du modèle de 22% par an, un très bon coefficient de corrélation de 0,93. Donc je le signale à nouveau pour les personnes qui découvrent ce type d'analyse, plus on se rapproche de 1 et plus les cours réels, c'est-à-dire les cours, la courbe que vous voyez en bleu se rapproche en fait et s'assimile à la droite de régression qui elle est une représentation mathématique globalement d'une moyenne des cours sur cette société. On a une progression sur un an qui est relativement faible comparativement à la croissance du modèle et également sur 5 ans qui est relativement faible. Donc on voit quand même qu'il y a un ralentissement depuis quelques années. En fin de vidéo, je donnerai quelques explications de contexte qui pourraient expliquer effectivement ce ralentissement. Donc peut-être que dans les années à venir, ce sera plus une société de très forte croissance comme elle a pu être par le passé. Ce sera la même chose pour Visa. On a un cours actuellement de 433 $ pour une valeur théorique de 645 $ et on est très en retard par rapport à sa droite de régression. On est à moins 1,82 écart type. Maintenant, si on regarde Visa, donc Visa, c'est à peu près la même croissance, 20% de croissance, coefficient de corrélation de 0,96 et on est également autour des deux écarts types, moins 1,96, une progression sur un an de 8,88% et de 46% sur les 5 dernières années. Bon, 8,88%, c'est déjà pas mal en termes de croissance. Donc on est relativement loin de la moyenne sur les 15 dernières années, mais néanmoins, c'est quand même une très belle croissance. Alors maintenant, si on regarde les fondamentaux, alors j'ai eu des commentaires effectivement où c'est tout petit, alors notamment pour les personnes qui regardent la vidéo au travers de leur téléphone portable. Je sais que vous êtes nombreux. Et bien dans ce cas, écoutez le son de ma voix et le commentaire. Qu'est-ce que je regarde quand je fais une analyse des fondamentaux? Je vais regarder le ratio EBITDA sur revenu. Donc on voit qu'on a un revenu de 34 milliards pour un EBITDA quasiment de 24 milliards. Donc c'est quand même excellent. On a une très forte rentabilité. Si on regarde l'efficacité de gestion, donc le ROE est de 47%, donc c'est excellent. Si on regarde les marges, donc on a, moi ce que je regarde surtout sur les marges, c'est la marge nette, la profitabilité nette. On est à 50%, donc
C'est une société quand même qui c'est vraiment la cash machine, hein. Si on regarde le free cash flow, c'est 15 milliards sur les 12 derniers mois. On a un payout ratio qui est faible, hein, de 22%. Donc, si c'est une société qui rencontre des difficultés économiques, elle sera tout à fait capable de maintenir son niveau de dividende tout en augmentant son payout ratio, par exemple. Au niveau de l'endettement, 3 milliards, donc par rapport à un free cash flow, c'est pas du tout un sujet. Et puis si on regarde les taux de croissance annuels composés, on voit que par exemple l'EBITDA croît plus vite que la dette, donc ça c'est un point qui me semble très intéressant. Alors si on regarde maintenant les fondamentaux de Mastercard, donc on peut voir qu'on a un revenu de 25 milliards pour un EBITDA de 15 milliards, donc là c'est très bon. On a un ROE de 180% qui est excellent, une profitabilité nette de 44%, une génération de free cash flow de 8 milliards pour un endettement qui est un petit peu plus important que son concurrent à 8 milliards, mais c'est quand même bon. On voit néanmoins que la dette a augmenté plus vite que l'EBITDA par exemple, donc c'est quand même un point à surveiller pour les trimestres à venir. Le payout ratio est également de l'ordre de 20%, 19,93, donc une capacité forte aussi à continuer à augmenter le dividende, soit si il y a une baisse de la rentabilité ou alors si on veut augmenter le payout ratio. Alors, est-ce que c'est une opportunité du point de vue graphique? Si on regarde Visa du point de vue graphique, on voit que depuis le mois de mai 2022, elle évolue dans un canal ascendant. On est actuellement sur le bas du canal. Alors, il y a un beau support ici, c'est la moyenne mobile à 34 jours, donc on n'y est pas très loin. Donc, moi, j'ai pris un point d'entrée autour de la valeur actuelle, autour des 260 $. Il y a un bon support ici, un peu plus bas, sur les 250 $. Si on sort par le bas, on irait renforcer vers les 175 $. Si on regarde maintenant Mastercard, donc du point de vue graphique, c'est similaire. On est également depuis à peu près la fin de l'année 2022, donc dans un canal ascendant. On est actuellement sur le bas du canal. Un support également sur la moyenne mobile à 34 périodes. Là, on a un beau support aux 420 $. Puis ensuite, un petit peu plus bas, autour des 400 $. Et si on casse, on pourra aller chercher un support supplémentaire autour des 280 $. Alors, quels sont les risques sur Mastercard et Visa? Donc, ce sont deux acteurs majeurs, mais il y a quand même des nouveaux concurrents qui sont apparus depuis quelques années. Donc, au premier rang desquels on a ce qu'on appelle les fintechs. Ce sont des startups technologiques du secteur financier qui sont à l'avant-garde de l'innovation dans les paiements électroniques. Elles proposent par exemple des solutions de paiement souvent plus simples, plus rapides et plus accessibles que celles des acteurs traditionnels comme Mastercard et Visa. Quelques exemples parmi les fintechs concurrentes, on peut citer Revolut, N26 ou Stripe. Alors ça, c'est un premier type de concurrent. Un deuxième type de concurrent, ce sont les paiements mobiles. Par exemple, les paiements mobiles tels que Apple Pay et Google Pay, qui gagnent en popularité, offrent aux consommateurs un moyen pratique et sécurisé de payer avec leur smartphone. Ces solutions de paiement mobile concurrencent directement les cartes physiques. Vous êtes sans doute déjà nombreux aujourd'hui à faire vos paiements avec vos téléphones. En fait, c'est un manque à gagner quelque part pour Visa et Mastercard. Et puis ce qu'on peut voir, c'est que notamment avec le Covid, il y a une adoption croissante des smartphones grâce à la commodité de paiement mobile qui font de ce segment de marché un segment qui est en pleine croissance. Le troisième point, c'est la crypto-monnaie. Alors, dans une moindre mesure, la crypto-monnaie comme le Bitcoin et l'Ethereum émergent comme une alternative aux devises traditionnelles et au système de paiement classique. Bien que leur adoption soit encore limitée, les crypto-monnaies ont un potentiel de révolutionner le paysage des paiements. Donc attention, peut-être que dans les années à venir, tout ce qui sera paiement, notamment les paiements internationaux ou transfrontaliers, pourrait se faire via de la crypto-monnaie. Donc là aussi, c'est sujet à régulation. Donc, alors cependant, Mastercard et Visa se sont déjà montrés ouverts aux crypto-monnaies
et ont annoncé des initiatives visant à intégrer ce type d'actifs numériques dans ces plateformes. Donc si la crypto-monnaie est amenée à devenir un moyen de paiement, elle pourrait se faire tout à fait via des cartes de crédit. Le quatrième type de concurrence, c'est ce qu'on va appeler les Buy Now and Pay Later, ou BNPL. En fait, c'est un mode de paiement qui permet aux consommateurs de diviser le coût d'un achat en plusieurs versements sans intérêt. Vous avez des sociétés comme Klarna ou Affirm qui sont devenus des acteurs majeurs du BNPL. Ils attirent ainsi une clientèle à la recherche d'options de paiement plus flexibles. Alors, on pourrait tout à fait imaginer que sur cette partie-là, par exemple Visa et Mastercard aient des solutions de buy now and pay later, ce qui semblerait tout à fait faisable, hein, puisque ce sont des acteurs aussi qui possèdent des plateformes technologiques relativement avancées. Et le dernier point, ce sont les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie. Effectivement, les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie comme WeChat ou WhatsApp intègrent de plus en plus des fonctionnalités de paiement permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions directement sur ces plateformes. Donc bien sûr, s'ils arrivent à capter une grosse partie du marché des transactions, c'est une partie du marché que n'aura pas les cartes de crédit comme Visa ou Mastercard. Donc cette tendance crée un écosystème de paiement alternatif qui pourrait menacer la domination des acteurs déjà en place. Alors voilà pour les positions dominantes. Maintenant, si on regarde les positions sur mon portefeuille et la stratégie sur ces sociétés, donc je viens de rentrer sur les deux sociétés. J'ai acheté 3 Visa Inc. à 261,90 $ et 2 Mastercard à 433 $. Donc comme je l'ai dit, en fait, j'ai pas fait de choix, j'ai pris les deux entreprises. Alors donc c'est une première ligne. Je vous ai mis ici une copie de mon portefeuille compte titre ordinaire. De toute façon, je vais faire une vidéo autour du 15 juillet, comme je fais tous les mois. Donc, je rentrerai un peu plus dans le détail à ce moment-là. Donc, on voit sur le portefeuille que ce sont des lignes qui arrivent tout en bas, comme Nike, hein, puisque ce sont 3 lignes que j'ai initiées très récemment. Alors pourquoi Mastercard et Visa? Tout simplement parce que ce sont des sociétés avec de très bons fondamentaux. On l'a vu sur la vidéo. Elles sont actuellement sous-évaluées si on considère les droites de régression, hein, puisqu'on est à moins 1,82 écart type pour Mastercard et moins 1,96 écart type pour Visa. Donc pour moi, c'est vraiment une opportunité de rentrer en ce moment sur ces deux actions. Et puis l'autre raison aussi qui m'est très personnelle et qui est associée à mon portefeuille, c'est un rééquilibrage du compte titre ordinaire par rapport aux techno. Effectivement, depuis quelques mois, j'avais rééquilibré mon portefeuille et surchargé en techno. Les technos surperforment. Alors on dit toujours que les arbres ne montent pas au ciel. Donc mon objectif, bien, puisque je continue également à faire des versements sur le compte titre ordinaire, bien c'est de peut-être dans quelques temps d'arrêter de faire des achats sur les technos et de rééquilibrer au profit de sociétés un peu plus traditionnelles qui correspondent à des poids lourds, hein, puisque par exemple Visa fait partie du Dow Jones, c'est-à-dire les 30 sociétés les plus fortes aux États-Unis, et Mastercard fait partie du SP500. Donc l'idée c'est ici de rééquilibrer le portefeuille. Je l'avais fait également avec Nike, hein. J'ai fait une vidéo sur Nike. Vous pouvez tout simplement regarder sur la chaîne et taper Nike. Vous verrez, j'ai fait une vidéo dédiée à cette entreprise. Donc pour moi, c'est 3 entreprises de qualité et qui sont actuellement sous-évaluées. Alors du point de vue, surtout du point de vue graphique, puisqu'on peut le voir du point de vue purement financier, elles ne semblent pas complètement sous-évaluées. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Cette semaine, donc c'est la fin de la promo, donc abonnement à 99 €. N'hésitez pas à vous abonner si vous trouvez la chaîne intéressante. Je publie en temps réel toutes
toutes les transactions que j'effectue sur mon compte titre ordinaire et sur mon PEA. Et vous avez également accès donc aux droites de régression. Je vous dis à bientôt.